Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Suck My Caddick, une émission qui parle de SF. Alors j'avoue que j'ai été très surpris de voir quel livre vous aviez choisi à l'issue du petit sondage que je vous ai proposé sur ma chaîne la dernière fois qu'on s'est vu. Je me préparais déjà à relire Neuromancien pour vous faire une petite vidéo, mais vous avez choisi Le Gain et je dois admettre que je suis ravi. J'ai appris l'existence de cette autrice aux Utopiales en novembre 2017. Elle s'éteignait moins de 2 mois plus tard, et alors que je ne l'avais encore jamais lue, sa disparition m'a bouleversé. J'ai acheté Terre et Mer sur le champ, ainsi qu'une bonne partie de sa biblio SF. Puis je me suis lancé dans d'autres trucs, et j'ai fini par laisser ces bouquins dans un coin. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et il a fallu que vous me filiez un petit coup de main pour que je finisse enfin par m'y mettre. Et ben ça n'a pas été facile. Le gars a une aura presque intimidante dans la sphère de l'imaginaire. C'est un personnage fascinant, et j'ai lu tant de choses sur sa plume et sur l'aspect revendicatif de sa création que j'ai un peu eu la trouille de m'y mettre pour vous en parler. Le Gain débarque dans le game alors que l'âge d'or de la SF est révolu. Elle contribue, avec certains de ses contemporains, au renouvellement d'un genre alors en plein déclin. Cette nouvelle vague se revendique d'une science-fiction plus littéraire et plus expérimentale, qui ose parler de politique, de philosophie ou encore de sexualité. On quitte l'optimisme un peu naïf de la SF à papa pour des récits non moins émerveillants, mais qui questionnent plus l'avenir qu'ils ne le subliment. Le Gain s'inscrit dans cette transformation du genre, et même si elle n'est qu'une des actrices de ce mouvement global, son style et sa sensibilité sont suffisamment singuliers pour que presque 60 ans après son premier récit publié, on continue de la célébrer avec la même ferveur. La main gauche de la nuit dont on va parler aujourd'hui appartient au cycle de l'Écumène, ou de Heine, ou encore de la Ligue de tous les mondes. Chaque roman, chaque nouvelle de la saga s'inscrit dans un contexte plus ou moins cohérent. L'Écumène, c'est le regroupement d'au moins 80 planètes habitées par l'homme. Pas de pouvoir centralisé, pas de guerre, pas d'acculturation, ni d'interventionnisme. L'Écumène n'est pas une organisation politique, et encore moins lucrative. Sa seule vocation, au fond, c'est la coopération des êtres humains à travers l'univers. L'Écumène envoie des mobiles, des genres d'ambassadeurs, sur les différentes planètes habitées qui n'ont pas encore rejoint l'organisation pour engager des négociations. Et c'est l'occasion rêvée pour permettre à Le Gain de mettre en place ses petites expérimentations. Expérimentations sur des sociétés anarchiques par exemple avec les Dépossédés, roman génial d'ailleurs dont Moon parle dans sa dernière vidéo, des réflexions aussi sur les dégâts du colonialisme et de l'exploitation outrancière des matières premières avec le nom du monde des forêts, les dangers du culte avec le dit Daka, et dans le récit qui nous intéresse, une réflexion passionnante sur les représentations de genre. Alors il y a pas mal de choses à dire sur le roman, mais laissez-moi commencer par vous faire un petit résumé de l'intrigue. Jenny High, le héros du roman, est un natif terrien qui travaille pour l'Écumène. C'est un mobile donc, qui est chargé d'engager des négociations avec les autorités de Nivose, une planète en pleine ère glaciaire, pour l'intégrer à l'organisation. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Des négociations qui ont du mal à aboutir puisque tout au long du roman, Genly va être manipulé par les différentes forces politiques du coin. Entre dîners mondains interminables et enrôlement dans des camps de travaux forcés, notre héros va être ballotté d'un bout à l'autre du territoire nivosan. Des conditions loin d'être idéales donc sur un monde que le climat glacial rend déjà austère et inhospitalier. Aidé par Estraven, un premier ministre déchu, il va faire les rencontres du peuple local et va devoir composer avec les subtilités induites par une différence fondamentale entre lui et ses hôtes et dont je ne vous ai pas encore parlé. Sur Nivose, il n'y a ni homme ni femme. Rien ne distingue sexuellement un être humain d'un autre dans la population. Et c'est tout l'objet du roman, c'est ce qui le rend presque fascinant en fait. En plus de nous raconter une histoire, Le Gain s'attache tout au long du récit à développer ce qu'implique ce nouveau paradigme et à le rendre crédible et viable, grâce notamment à un background discret mais solide. Parce que Le Gain est la fille d'Alfred Louis Kroeber, l'un des plus éminents anthropologues américains, et de Theodora Kroeber, une autrice et anthropologue américaine, connue pour avoir entre autres écrit la biographie d'Ishi, le dernier représentant du peuple Yahi.
un peuple de natifs américains décimé dans la première moitié du 19e siècle. Elle a littéralement baigné dans l'anthropologie quand elle était enfant. L'anthropologie est une science qui étudie l'humain sous tous ses aspects, morphologiques, biologiques, culturels ou encore religieux. Et donc le gars va s'amuser le long de ses 300 pages à dresser le portrait cohérent d'un peuple dépourvu d'attributs sexuels. Enfin, dépourvu... pas tout à fait. Les nivosans, comme certains mammifères terriens, sont soumis à une forme d'ostrus, un cycle de chaleur. Ils vivent la plupart du temps sans manifester le moindre désir. Cet état de latence sexuelle, appelé soma, est ponctuellement interrompu par le kéma, un état d'intense activité sexuelle qui s'étale sur quelques jours et qui pousse l'individu à se chercher un partenaire. L'une des particularités de ce processus, c'est qu'en dehors de ces phases d'excitation, le nivosan n'est ni un homme ni une femme. Ce sont de subtiles modifications dans la production d'hormones sexuelles qui détermineront le sexe de l'individu en fonction de son partenaire. Je vous ai résumé ça un peu rapidement, mais sachez que ce sont des pages et des pages de descriptions précises et documentées qui vous attendent dans le roman, et que si c'est écrit à la manière d'un carnet de notes, ce n'est jamais étouffant ou rébarbatif. C'est au contraire passionnant de voir à quel point Le Guin a veillé à ce qu'absolument tout tienne debout jusqu'au moindre détail. Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse, les conséquences de ce mode de reproduction sont multiples. Au niveau social déjà, l'absence de différenciation homme-femme empêche le moindre rapport de force. C'est en tant qu'être humain que les nivosans se jugent. Ce qui trouble beaucoup Jenny qui vient d'un monde où on attribue encore aux gens une valeur, un caractère, des aptitudes ou encore un rôle en fonction de leur sexe. Un habitant de Nivos peut être successivement père ou mère, selon le rôle qu'il a occupé durant sa phase d'accouplement. On oublie aussi l'instinct maternel qui voudrait que les femmes soient biologiquement plus aptes à s'occuper de leur progéniture, puisque les deux parents sont dotés d'un instinct parental. L'autrice évoque en fait un monde qui est loin d'être parfait, mais dans lequel l'opposition homme-femme et ce qu'elle implique d'inégalité, d'exploitation, de violence, d'oppression n'a jamais eu lieu. Ursula Le Guin a écrit La main gauche de la nuit en 69 alors qu'explose aux États-Unis la deuxième vague féministe. Un mouvement qui, au-delà des droits qu'il réclame, tente à légitimer son combat, en amenant le débat à l'université par exemple, où des philosophes, des sociologues et des psychologues se l'approprient. Et même si Le Guin elle-même se définit plus comme une humaniste que comme une féministe à proprement parler, on ne peut pas s'empêcher de constater que le propos du roman résonne avec les gender studies, les études de genre en français, qui émergent plus ou moins à la même époque. Les gender studies sont un champ de recherche qui étudie les rapports entre les sexes et qui constate que s'il y a biologiquement et morphologiquement des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, elles ne justifient ni les rôles ni les comportements que l'on attribue traditionnellement à l'un ou à l'autre des parties. C'est au niveau social que génération après génération se transmettent les stéréotypes de genre qui aliènent les individus et qui favorisent les rapports de force. L'air de rien donc, et tout au long du roman, l'autrice va employer ses connaissances en anthropologie pour raconter une histoire crédible et pour développer une réflexion sur le genre, sur la manière dont la société crée des modèles, sur la raison pour laquelle elle les crée, et sur les mécanismes sournois qui ont été mis en œuvre pour nous faire croire à toutes et à tous que ces schémas étaient naturels et immuables. Et même encore aujourd'hui, je trouve ça exceptionnel qu'à une époque où la science-fiction était encore largement dominée par les hommes, une autrice se soit appropriée un genre et qu'elle se soit saisie de son potentiel métaphorique pour nous livrer sa vision du monde. Mais je ne voudrais pas avoir l'air de réduire le roman à sa seule ambition politique ou idéologique. La main gauche de la nuit, c'est aussi une planète superbe. Ce sont des descriptions d'une nature époustouflante, sauvage, dangereuse, qui impressionne et qui tue. Ce sont des gens simples et accueillants à défaut d'être chaleureux. C'est un monde hanté par des mythes puissants et fondateurs qui donnent au récit un corps et de l'épaisseur, et enfin ce sont des intrigues politiques qui dépassent totalement notre héros. Nivos est un monde ambivalent. Par exemple, la guerre n'y existe tout simplement pas, au point qu'aucun mot n'ait été créé pour la désigner. Cela dit, Jenny constatera à de nombreuses reprises que de grandes tensions, qui se manifestent par de violentes altercations, agitent les deux royaumes de la planète. La Caraïde, d'un côté, grandiose mais conservatrice, et l'Orgoreyn, de l'autre, austère, ultra-bureaucratique et pleine de faux semblants.
Ça pue de l'allégorie de la guerre froide et c'est pas forcément très subtil, mais c'est efficace quand il s'agit de mettre des bâtons dans les roues de notre héros. Je crois que c'est la seule référence un peu grossière qui peut donner une indication au lecteur sur la période à laquelle ce roman a été écrit. Et pour le reste, il faut bien admettre que le roman n'a pas pris une ride. Ursula Le Guin ne s'embarrasse pas de descriptions technologiques outrancières. Le monde de Nivose est simple, et si ce n'est son climat extrême, aux limites de la résistance humaine, et la particularité de ses habitants, je dois dire qu'il ressemble beaucoup au nôtre. Le culte pratiqué est une variante du taoïsme, on y pratique l'agriculture, on y torture et on y tue. Bref, j'ai essayé de vous épargner un maximum de l'intrigue. Tout ce que vous devez savoir finalement, c'est que c'est un très bon roman. Un très bon roman qui ne m'a pas bouleversé personnellement, mais qui développe des idées qui, presque 60 ans après l'écriture du roman, continuent d'inspirer de nombreuses personnes, et ça, c'est ouf. Après une première moitié du roman que j'ai trouvée un peu trop descriptive, le récit décolle et on est touché par l'amitié qui naît entre Genly et Estraven. Une amitié qui se développe dans la contrainte certes, mais dont la puissance et l'ambiguïté donnent vraiment au roman une teinte différente et plus intimiste, qui nous sort du cadre du Planet Opera. C'était une chouette lecture, pas transcendante, mais quand même impressionnante. On est typiquement dans le livre-univers, avec une somme de détails qui donne vraiment la sensation que Nivose, ses intrigues, son histoire, dépassent du cadre de l'objet-livre. Quant à l'aspect politique du roman et de sa création en général, il n'est plus à prouver. Le Guin a saisi chaque occasion de s'exprimer publiquement pour nous faire part de ses convictions. Des convictions que je partage et qui me font regretter amèrement de ne pas l'avoir connu avant sa disparition. Avant de vous quitter, je voulais juste vous remercier de m'avoir fait passer le cap des 1000 abonnés. Je sais que c'est anecdotique, surtout en comparaison de gros mastodontes du BookTube Game, mais ça me touche quand même beaucoup. Je vous mets aussi dans la description de cette vidéo un lien vers le site du podcast Mana et Plasma. C'est un projet qu'on a monté avec des potes fans de SFFF, et je suis sûr que si vous aimez cette chaîne, le contenu de ce podcast vous plaira aussi. Je vous laisse sur ce court extrait d'un discours de Le Guin prononcé lors d'une remise de médaille par la National Book Foundation en 2014, et dans laquelle elle remet à sa place le monde de l'édition. Sur ce, je vous laisse, lisez la SF. Ciao! I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom, poets, visionaries, the realists of a larger reality. Right now, I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. Developing written material to suit sales strategies in order to maximize corporate profit and advertising revenue is not quite the same thing as responsible book publishing or authorship. Thank you, brave applauders. Yet, I see sales departments given control over editorial. I see my own publishers in a silly panic of ignorance and greed charging public libraries for an e-book 6 or 7 times more than they charge customers. We just saw a profiteer try to punish a publisher for disobedience, and writers threatened by corporate fatwa. And I see a lot of us, the producers, who write the books and make the books, accepting this, letting commodity profiteers sell us like deodorant and tell us what to publish and what to write.
Well, I love you too, darling. Books, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the aims of art. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words.